Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Science on tourne, édition intitulée La science a-t-elle le pied marin? Alors évidemment, il y a des liens, on le sait tous, très forts entre science, technologie et construction navale. On en a beaucoup parlé ces dernières années avec des projets comme Alinghi, comme l'Hydroptère, mais évidemment, la recherche ne s'arrête jamais, elle continue. Et aujourd'hui, l'EPFL est très impliqué dans un nouveau projet, le projet Rivage, qui a mené à la construction d'un bateau, le bateau cheminée Poujala, qu'on peut voir ici sur cet écran. Bateau qui va s'élancer tout prochainement, le 11 novembre, dans une course folle autour du globe, le fameux Vendée Globe, avec comme skipper à son bord Bernard Stamm, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour. À ses côtés, Bertrand Cardis, vous êtes le directeur de Décision SA et vous avez passablement participé à la construction de ce bateau qui va faire la course du Vendée Globe. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Voilà, on va revenir sur toute cette construction et les avancées technologiques qui sont embarquées à l'intérieur de ce bateau. Quant à vous, Cédric Droguet, vous êtes ingénieur ici à l'EPFL et vous avez développé le Minilab, un petit laboratoire embarqué sur le bateau. Alors, c'est pas très commun d'avoir un laboratoire comme ça sur un bateau qui fait une course et qui relève un défi de vitesse. Donc, vous nous expliquerez un petit peu à quel défi vous avez été confronté. On verra ça tout à l'heure à la fin de ce Science on tourne. Science on tourne aujourd'hui va se diviser en deux parties. Une première partie où on va discuter un peu de toutes les innovations, les avancées technologiques qui ont été mises en place dans ce bateau. Et puis une deuxième partie, c'est vous qui aurez la parole et qui pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos trois invités qui sont ici. Avant de commencer, pour une petite mise en bouche, je vous propose de regarder quelques images du bateau sur cet écran.
Voilà pour ces quelques images d'évasion, ça fait rêver, évidemment. Bernard Stamm, juste pour rentrer dans le vif du sujet, rappelez-nous la course du Vendée Globe, en quoi ça consiste exactement? En définition, c'est simple. On part d'un port qui s'appelle les Sables d'Olonne en France et on fait le tour du monde tout seul, sans escale, sans assistance, et puis on revient au même endroit. Voilà. En combien de jours? Et ça, à peu près 3 mois. Voilà. Et Mais après, mais vous allez faire mieux. c'est égal si je fais 3 ou 4 mois et c'est juste 2 minutes de plus rapide que le deuxième, quoi. Voilà. Il faut gagner la course. Voilà. Évidemment, c'est un défi technologique, on le sent bien quand on regarde ces images, beaucoup de technique, beaucoup d'électronique, etc. à bord, mais ça reste quand même un défi humain avant tout. C'est avant tout un défi humain, je suis tout seul, quoi. Donc après, on est confronté à la nature, quoi, à la mer et puis à la météo, quoi. Et ça dure quand même 3 mois, donc il faut que le matériel tienne, quoi. Donc du coup, ce qui est en définition simple au départ se complique terriblement parce que comme c'est une course et d'un niveau relevé, quoi. Donc on va chercher partout où on peut grappiller un peu de performance et du coup ça devient des bateaux très très technologiques, quoi. Donc un défi aussi technologique. Là, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes prêt? C'est le 11 novembre, c'est demain. C'est pas tout à fait prêt, non. Bon, alors c'est pas demain, ça va. C'est dans quelques jours. Heureusement que c'est pas demain, quoi. Mais le bateau est de plus en plus prêt. On l'utilise depuis, je dirais 3 semaines, un mois, en configuration proche de ce que je vais l'utiliser en course, quoi. Donc les images qu'on a vues là sont assez récentes. Alors il y en a certaines, alors ça se voit pas beaucoup parce que les changements sont pas forcément visibles comme ça d'un coup d'œil, quoi. Mais il y a les dernières images qu'on a vues, celle-ci par exemple. Non, celle-ci, c'est pas la config actuelle. Voilà, celle-ci là, c'est la config actuelle, quoi. Donc après, c'est les géométries de voile qui ont changé, c'est les protections, c'est une foule de détails qui fait que d'un coup, je peux l'utiliser seul en compétition, quoi. Alors on va s'intéresser justement à ces détails sur votre bateau. Il a été fabriqué en Suisse. La Suisse, évidemment, bien connue pour ses océans. Pourquoi la Suisse? Parce que moi je suis d'ici déjà, et puis que c'est un projet d'amis avant tout, quoi. C'est un projet qui est né avec la fondation Sando et Pierre Landolt et Bertrand Cardis, avec le chantier. Et c'était pour alors c'est une succession de choses qui vient après des expériences passées, des choses comme ça, quoi, qui fait que pour moi c'était important d'essayer de monter quelque chose où on s'occupait vraiment, où c'était pas, on n'allait pas commander un bateau, où il y avait une relation fournisseur-client. Vous vouliez vous impliquer dans cette construction et donc j'ai toujours été impliqué, même par le passé. Par contre, il y a, par exemple, le précédent bateau, je l'ai acheté, j'ai pas participé à la conception, quoi. J'ai emprunté l'argent qui m'a servi à l'acheter, et puis je me suis rendu compte, comme c'est pas moi qui l'ai conçu, il a fallu le transformer. Et vous avez quand même gagné? Non, Voilà. ça c'est pas fini. Ouais. Donc après, c'était important que ce soit un projet, quoi, voilà, commun, quoi. Et ça, grâce à la Fondation Sando et puis grâce au chantier, on a pu le faire, quoi, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau ce bateau par rapport à vos concurrents du Vendée Globe? Déjà, c'est pas le même architecte. Voilà, là c'est pareil, c'est au début, il faut faire un choix d'architecte, et c'était pas facile. Par contre, ce qui pour moi était important, il fallait que je puisse réfléchir par moi-même, quoi, ou par nous-mêmes, toute l'équipe, quoi. Mais il fallait pas se dire parce que Loïc Perron il a choisi ça, c'est bien, quoi. Et ça c'est insupportable, quoi. Voilà. Même si on arrive en réfléchissant nous-mêmes au même résultat que les autres, au moins on a fait l'effort on a fait la démarche de réfléchir. Donc on a fait ça, et bon, ça n'a pas simplifié les choses ni à la conception ni à la construction d'ailleurs, parce que il faut que les équipes étaient éloignées. L'architecte est à Valence et le bateau se construisait en Suisse, c'était pas forcément facile. Voilà. Et puis après, sur l'eau non plus, parce que nous on n'a pas de petit frère. Dans la flotte des 60 pieds, notre petit frère, c'est Groupama qui
qui a un 70 pieds Volvo et pour lequel c'est vraiment pas pareil. L'approche n'est pas du tout la même, quoi. Sur un Volvo, ils conçoivent la performance et ils mettent l'équipage qui fait marcher la performance. Alors que nous, il faut qu'on appréhende ce que le skipper peut faire et qu'on fasse le bateau en fonction de ça, quoi. Donc c'est différent. Bertrand Cardis, vous avez beaucoup travaillé sur la conception de cette coque de bateau. Vous avez aussi travaillé à l'époque sur Alinghi, sur Hydroptère. Quelles sont les différences avec ce nouveau bateau par rapport à ces autres voiliers ? Sur le plan de la construction, c'est très similaire. Ça reste la mise en œuvre des matériaux composites qu'on fait chez Décision SA depuis 1984. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on avance là-dedans. Je dirais, pour nous, ce qui était très intéressant dans ce projet, c'est qu'on a démarré vraiment avec Bernard sur une page blanche, à essayer vraiment de construire le bateau qui lui correspondrait le mieux. Ça a commencé par la définition de la boîte à vitesse, c'est-à-dire des voiles, puis après quel châssis peut supporter ces voiles, puis comment il peut manœuvrer. Et puis c'est toute cette démarche qui était très, très différente. Ce qui est très différent aussi par rapport aux autres projets, c'est la taille de l'équipe. Je veux dire, quand vous travaillez pour Alinghi, vous livrez un bateau et puis après, il est pris en main par une équipe de navigants d'une trentaine de personnes, avec une équipe technique derrière aussi d'une vingtaine de personnes. Et puis, les choses se mettent au point, évoluent très vite. Dans le cas de Bernard, c'est vraiment le projet d'un solitaire. Il va faire le Vendée Globe en solitaire et ça se ressent dans l'équipe. Il a une toute petite équipe et puis cette petite équipe était extrêmement sollicitée pour mettre au point le bateau. C'est plus facile. Ça change. Non, moi je trouve que l'effort qu'ils ont dû faire est bien supérieur à l'effort qu'on a dû faire dans le cadre d'Alinghi pour mettre au point le bateau. Et l'EPFL a été très impliqué dans cette conception de bateau. Vous avez été aidé, enfin il y a eu un vrai partenariat entre votre société et l'EPFL ? Alors nous, on a interfacé avec l'EPFL surtout au niveau des matériaux. Nous, dans les matériaux composites, vous devez créer un matériau pour son utilisation finale. Définir un certain nombre de couches de fibres de carbone que vous allez mettre, comment vous allez les coller, quel type de sandwich vous allez utiliser, etc. C'est ce qu'on vous voit faire avec la fourchette, voilà, là, dans le montage. Voilà, ça c'était sur du nid d'abeille aluminium. Et puis, en fin de compte, vous interfacez principalement avec l'ingénieur du bureau d'architecte qui va vous dire, j'aimerais créer un bordé, donc une coque, qui répond à telle caractéristique. Alors, pour faire ça, voilà ce que je propose de faire. Après, nous, on va commencer à créer, on va faire ce qu'on appelle des coupons échantillons, c'est-à-dire qu'on fabrique des éléments de coque. Ça, c'est avant le début de la construction, pendant la conception. Et puis après, au laboratoire technologie des composites, au LTC, ici à l'EPFL, ils vont casser ces échantillons et puis les caractériser, ressortir les chiffres. Ça veut dire qu'après, on va refaire une boucle de dimensionnement du bateau en disant, voilà l'hypothèse de base, voilà ce qu'on obtient, et puis après, ils vont corriger les chiffres pour être au plus près possible de la réalité et optimiser le poids du bateau. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails des innovations qui sont apportées sur ce bateau, il y a une chose qui m'a passablement intrigué. Vous avez mis dans la coque des fibres optiques. À quoi ça sert, ça ? Alors, on a équipé la coque de fibres optiques. Dans le matériau, à l'intérieur À l'intérieur du matériau. Écoutez, pour faire une analogie avec le corps humain, c'est comme si vous innervez une structure. Dans le corps, on a des nerfs qui ressentent ce qui se passe, de la chaleur, de la douleur, toutes sortes de sensations, puis qui amènent cette info au cerveau. Sur une structure inerte, comme un bateau, vous n'avez pas de possibilité de savoir ce qui se passe dans la structure. Donc ici, on a mis un réseau de fibres optiques qui ont été utilisés dans un premier temps pour valider certains points de la structure, et puis qui permettent aussi de connaître les efforts dans certains endroits du bateau, et puis qui peuvent être utilisés, par exemple pour Bernard pendant le Vendée Globe, pour savoir l'effort qu'il y a sur une cadène, ou il peut interroger le système s'il le souhaite. Ouais. Mais comment ça marche ? La fibre optique émet pas spontanément un signal lumineux ou... Alors, la fibre optique, c'est comme un cheveu, hein. Elle est déposée dans la matière, donc entre les différentes couches de carbone. Après, on grave sur ces fibres optiques, on grave des cibles qui répondent à une fréquence. Et
puis après, vous envoyez une onde lumineuse d'une certaine fréquence qui va buter sur cette cible et puis qui revient. Et vous chronométrez le Et temps. puis, vous envoyez chaque cible à une fréquence différente. Donc après, vous mesurez la différence d'onde entre ces différentes cibles, la différence de retour, en fait, et puis ça vous permet de vous dire si la distance entre ces deux cibles, elle a changé ou pas. Donc ça veut dire si la matière est déformée ou pas. Ok, très innovant comme procédé. Autre innovation, le pilotage automatique. Ça, c'est un point clé dans un bateau comme celui-ci, le pilotage automatique, quand on fait un tour du monde en solitaire. Le pilotage automatique, en fait, c'est l'équipier, quoi. C'est que moi, même si je barre beaucoup fréquemment, il se passe quand même énormément de temps où je barre pas, parce que je Parce fais que vous autre chose, dormez. parce que je dors, parce que je règle, parce que je fais de la météo, je fais des choix de route ou que je m'occupe du bateau, parce que toute cette comment dire, cette technique, il faut la maintenir en forme, quoi, pour qu'elle dure, quoi, voilà. Donc il faut que ce pilote il soit avant tout fiable. Voilà. Qu'il barre à la consigne qu'on lui donne. Et c'est ça la Voilà. nouveauté, c'est que celui-ci est fiable et pas les autres avant. Les autres avant n'étaient pas fiables. Déjà, ça c'est une certitude, quoi, parce que là c'est. Alors après, on était plus loin, hein, sans rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de réglages qu'on peut faire pour que le pilote déjà apprenne et comme une phase d'apprentissage, quoi. Ou alors qu'ils se servent des mouvements du bateau pour se dire, ça c'est les mouvements dus aux vagues, donc on corrige pas, et puis ça c'est des mouvements dus au vent, et là on corrige, quoi. Enfin des choses comme ça, quoi. Donc ce pilote-là, il est surtout axé sur comment dire, pour l'instant, parce que il est récent, tout ça, il a fallu mettre au point, quoi. Il est surtout axé sur la navigation une fois que le bateau est réglé, quoi. Voilà. Et par contre, pas pour les manœuvres. Donc ça, il y a un gros plus parce que euh, je suis sûr de ce qu'il fait, quoi. Donc les réglages qui ont été mis en place par Jean-Claude Monin et Philippe Mulot, ils sont clairs, quoi. Je sais que quand je bouge un curseur, le pilote il va faire ça, quoi. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas du tout sur les pilotes qu'on connaît. Il y a des niveaux de performance qui sont un peu aléatoires. On se dit c'est un gain plus important, mais on ne sait pas exactement ce que fait la machine, quoi. Voilà. Il pourrait aujourd'hui faire le Vendée Globe sans vous à bord? Non, impossible. C'est pas encore un pilotage automatique, tout Non, automatique. non, c'est pas lié c'est pas couplé à la navigation. C'est couplé à une consigne qui doit être donnée, quoi. Alors, autre innovation sur ce bateau, il y a des caméras qui ont été installées un petit peu partout, peut-être pour nous faire des belles images comme on peut voir ici, oui, mais également à but scientifique pour analyser la forme des voiles. Oui, alors au début, comme disait Bertrand, avant de concevoir le bateau, on a conçu les voiles, quoi. C'est-à-dire qu'il semblait plus logique de commencer par le moteur pour qu'après on conçoive le châssis qui tient le moteur, quoi. Voilà. Et par contre, tout ça c'était théorique, quoi. Donc ces caméras-là, on pensait qu'ils allaient, on pouvait confirmer ce qu'on a fait en théorie, quoi, en mesurant. Là, en l'occurrence, c'était filmé et sur le programme qu'a fait Jonas, on peut reconstruire les voiles de par l'image qui est filmée, quoi. Voilà. Donc le réseau de caméras au début, il était à bord pour une chose différente, hein, c'était pour le monitoring du bateau, quoi. C'est-à-dire c'est pour que moi je puisse surveiller des endroits qui ne sont pas faciles d'accès, quoi. Voilà. Soit en tête de mât, soit dessous le bateau, quoi. Parce que ça nous arrive fréquemment, d'ailleurs à toutes les courses, c'est de plonger pour aller regarder s'il y a quelque chose de coincé sous le bateau. Et ça, c'est stupide de continuer à faire ça, quoi, parce que on est tout seul à bord d'un bateau qui dérive plus vite que ce qu'on nage, quoi. C'est pas. Donc ça, c'était le premier but. Donc il y a un réseau de caméras, il y en a 10 qui surveillent le bateau. Donc après, avec ces caméras-là, comme on filme, on fait de l'image. Donc des images. Et puis il y en a 4 de ces caméras-là qui reconstruisent les voiles, quoi. Voilà. Et là, on en est au stade. Alors le programme, il
il est fini, il est robuste, il peut reconstruire les voiles. Ce qu'on va utiliser dans le globe, c'est de construire la base de données qui va nous servir à confirmer le côté théorique de la conception, quoi. Bertrand Cardis, vous avez participé aussi à la conception des voiles? Ou pas du tout. Non, j'ai participé à différentes séances sur ce point-là. Dans les matériaux? Oui. Non, sur la conception des voiles impliquait après le positionnement d'un certain nombre de transmissions d'effort sur la coque. Et c'est là que je suis intervenu, mais pas du tout sur la boîte à vitesse. C'est tout à fait Bernard qui a géré ça. Alors évidemment, toute cette technologie demande pas mal d'électricité, puisqu'il y a des caméras, il y a du monitoring en temps réel et tout. Et là aussi, vous avez apporté quelques innovations au niveau énergie et fabrication de l'énergie à bord. Après, il y a des recherches qui ont été faites. Alors ça, c'est plus les personnes du labo concerné qui pourraient en parler, quoi. Mais il y a on cherchait à essayer d'éviter les combustibles liés aux hydrocarbures, quoi. En fait, on cherchait à éviter l'énergie fossile, quoi. Parce que normalement, dans un bateau comme ça, on va prendre du fuel à bord, ce qui va alourdir forcément le bateau, donc moins de performance. Ouais, on n'a pas le droit dans la jauge, dans les critères qu'on doit respecter, on est obligé d'avoir un moteur. Ce qui généralement on nous dit, comme on est obligé d'avoir un moteur, autant faire l'électricité avec, quoi. Par contre, on doit prendre du fuel. Et ce fuel-là, on n'a pas le droit de ce qu'on appelle matosser, ça veut dire c'est mettre le poids au bon endroit dans le bateau, quoi. On n'a pas le droit de le bouger, quoi. C'est-à-dire que c'est contraignant. Alors on a réussi par des biais un peu à contourner cette règle, mais c'est pas. Faut pas le dire. Pas forcément. Si, parce que c'est les règles. C'est une jauge ouverte, donc tout ce qui n'est pas marqué, on a le droit de le faire, quoi. C'est le jeu. C'est une belle vision des choses. Voilà, mais bon, du coup, il y a quand même des règles qui sont très difficiles à respecter. Et il y a une règle qui nous dit qu'on doit avoir 5 heures d'autonomie à une certaine vitesse pour les questions de sécurité, quoi. Et ça complique vraiment la mise en place d'un moteur électrique. Mais voilà. Vous avez quand même une hydrolienne, donc éolienne version eau, à bord, qui va produire l'électricité, voilà, donc, ce qui vous permet de prendre moins de fuel. Oui, voilà. Donc en fait, après, une fois qu'on avait écarté la solution du moteur électrique, qui était tentante pour plein d'autres raisons, quoi. Mais là, on s'est dit, on va prendre cette autonomie avec du fuel, parce que le moteur, on l'a, quoi, voilà. Et puis on va essayer de créer toute l'énergie qu'on a besoin pour tous les appareils du bord avec les hydroliennes, quoi. Donc ça, c'est en place. Alors optimiser le bateau, on l'a bien compris, hein, c'est une chose qui est absolument essentielle. Mais il y a quelque chose d'assez peu commun dans une course de ce niveau. Vous allez embarquer un laboratoire scientifique. Alors, laboratoire scientifique, c'est du poids en plus, c'est de l'électricité parce qu'évidemment, ça consomme. À partir de là, c'est pas un peu contradictoire de mettre ce labo pendant votre course ? Mais si on réfléchit en performance pure, c'est contradictoire, c'est évident, quoi. Voilà. Par contre, encore une fois, c'est pas Lingui, quoi. Je veux dire, on va autour du monde et je pense qu'il y a moyen de faire ça sans que ce soit trop contraignant, quoi, pour le bateau et après pour le skipper, quoi. Après, ça demandait beaucoup de travail et ça demandait. L'idée est venue avant la conception, donc c'est pour ça qu'on a pu faire ça, quoi. Et puis, ça a intéressé la fondation. Je veux dire, et puis on pouvait le faire ici à l'EPFL, donc tout ça a permis au départ, quand on parlait aux scientifiques, ils pensaient que j'allais embarquer un aquarium de 100 litres pour aller piéger du plancton et ils étaient à 100 lieues de ce que je faisais, quoi. Donc après, tout ça, c'était assez long à faire comprendre ce que je faisais aux scientifiques. Et après, c'était assez long parce qu'il y a des vraies contraintes d'autonomie, quoi. Il y a des vraies contraintes de poids et d'automatisme. Et donc ça, c'est Cédric qui pourra en parler plus facilement, quoi. Cédric, donc c'est vous effectivement qui avez chapeauté ce projet de Minilab. Il va faire quoi ce laboratoire? Quels sont les objectifs? Alors en fait, le but primordial de ce laboratoire, c'est de mesurer la quantité de plancton présente dans des échantillons d'eau. Et après, on va caractériser cet environnement, c'est-à-dire on va mesurer la température de l'eau, l'oxygène présent dans cette eau, la salinité de l'eau, encore d'autres paramètres comme l'acidité, puisqu'on parle beaucoup actuellement de l'acidification des océans.
Et on va essayer de monitorer tous ces paramètres en même temps qu'on mesure la présence de plancton. Mais on a besoin d'un bateau pendant le Vendée Globe pour faire ce genre de mesures. Enfin, aujourd'hui, on a des satellites, il y a des paquebots qui sillonnent tous les océans ou des cargos. Voilà. Vous pourriez l'installer sur un cargo, non? Là, l'idée de base, c'était justement de se servir du trajet qu'on parcourt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui vont là-bas, quoi. Et les satellites, ils n'ont pas de confirmation de ce qu'ils mesurent, quoi. En fait, ils mesurent D'accord, de donc manière ils voient optique, le quoi. plancton, Donc, ils les voient satellites. quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas calibré, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il y a le réseau de satellites SeaWiFS de la NASA qui surveille effectivement ces choses-là. Comme l'a dit Bernard, il y a de ces zones-là, il y a des relevés qui sont faits, mais des campagnes très courtes. Mais là, l'avantage exactement, c'est de pouvoir avoir confirmation, et c'est des choses avec lesquelles on a travaillé avec les scientifiques justement pour leur faire comprendre ceci, leur donner de l'intérêt en fait dans le projet. Et j'imagine qu'il y a plein de bateaux qui vont prendre des voies un petit peu différentes les unes des autres. Vous n'auriez pas pu aussi proposer de mettre le même labo sur tous les bateaux du Vendée Globe? Déjà, c'était compliqué sur un. Et Bon. puis après, les concurrents. C'est pour le prochain Vendée Globe, on va les équiper, quoi. Les contraintes, j'imagine, étaient fortes. À quel défi vous avez dû faire face pour que Bernard soit d'accord de prendre votre labo? Principalement, c'est le poids et l'encombrement général. Parce qu'on a certains appareils qui sont très volumineux, qui ont été vraiment une contrainte que nous ont donné les scientifiques de prendre certains appareils. Alors après, ça a été de travailler avec le team technique, les constructeurs pour gagner du poids vraiment sur ces appareils. On travaille avec des composants peut-être plus modernes, en regardant pourquoi ils avaient mis ce type d'éléments et en disant ouais, mais nous c'est pas notre application, est-ce qu'on peut l'enlever, est-ce que ça va perturber les mesures. C'était un des grands problèmes. Après il y a eu l'implémentation à bord, mais ça c'est plus l'équipe de Bernard qui s'en est un peu occupée de ce genre de choses. Et puis on a travaillé aussi avec Décision pour fabriquer les boîtiers, la chambre de mesure en fait pour regrouper tous ces éléments. Et finalement, on s'aperçoit que vous avez développé énormément de choses, que ce soit le mini-lab, que ce soit tout ce que vous avez développé chez Décision pour améliorer la coque ou comme ça. Toutes ces innovations, on va les retrouver ailleurs que dans des chantiers navals, chantiers navaux. Comment on dit? Navaux. Je crois que dans la construction composite, c'est une évolution permanente, c'est à jamais d'état stable. On est toujours en train de progresser, de faire évoluer. Actuellement, on construit le nouvel avion pour Solar Impulse, et puis il y a certains éléments qu'on a travaillé sur ce bateau qui sont réutilisés déjà dans l'avion qu'on fait maintenant. Donc, dans les procédés de fabrication, les suivis de qualité et ces choses-là. Ouais. Et dans des objets du quotidien, on va retrouver un petit peu ce que vous avez inventé pour ce bateau dans nos voitures, nos mobiliers. Alors là, je ne saurais pas vous dire. Après, ça prend du temps, mais on le voit forcément arriver dans le. À terme, oui. À terme, peut-être. Là, par exemple, si on prend ces bateaux-là, c'était les premiers monocoques qui avaient de safran, par exemple, parce que c'était dû au fait que les bateaux sont larges, dû aux critères qu'on doit respecter. Et en fait, on voit que c'était un avantage, et on le voit sur beaucoup de bateaux de croisière, quoi. Voilà, c'est des innovations qui viennent petit à petit s'ajouter comme ce que pourraient être les choses qu'on trouve sur les F1 et qu'on voit sur les voitures, quoi. C'est aussi les voiles enrouleurs qui ont été développés sur ces bateaux, puis qu'on retrouve maintenant sur les bateaux de croisière. D'accord, donc on reste dans le milieu naval. Est-ce que vous avez parfois le sentiment que le sport peut faire avancer la science, la technologie? C'est un catalyseur pour ces domaines-là? Ben c'est une évidence, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre exercice qui a du mal à se passer dans la vie courante, quoi. Donc là, on crée des exemples qui n'existent pas ou très peu dans la vie courante, quoi. Je pense notamment à de la sécurité en mer, par exemple, ou des objets de sécurité, ou des choses comme ça, quoi. Nous, on est confrontés à des choses qui nous demandent de nous préparer, donc on met des choses en place qui n'existent pas, quoi. Donc après, du coup, on se retrouve avec parfois des ennuis en mer, où on les teste en grandeur nature, et ça, on retrouve dans la vie courante, quoi.
Vous vouliez Je ajouter crois, je quelque crois chose que dans les projets sportifs, on a une échelle de temps totalement différente que dans un projet traditionnel. Dans un projet sportif, on a une phase, le passage de la recherche à l'application est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que vous avez les navigants, dans le cas des bateaux, typiquement, ils sont conscients qu'ils sont sur des prototypes. Ils sont conscients qu'ils sont sur des objets en développement, en perpétuelle évolution. Et puis, ça permet de développer des procédés et puis quasiment d'aller immédiatement mettre en application et puis tester. Alors que Donc vous allez le commercialiser cycle, que le beaucoup cycle plus est tard. très court. Le cycle est très court. Et aussi, dans les projets sportifs, vous avez toujours des dates qui sont données. Un projet de recherche, en principe, vous avez souvent, l'échéance n'est pas clairement définie. Ici, il y a des échéances très claires. Si vous faites une recherche, un développement, et puis qu'il est terminé après le départ de la course, ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné, ça accélère tout ce processus. Et puis ça, je crois qu'on l'a particulièrement marqué ces dernières années, autant pour Alinghi que dans le cadre du projet Rivage. Bernard Stamm, une dernière question. Vous avez parlé de sécurité. Si pendant votre course, vous tombez à l'eau, vous êtes mort? Bon, il y a des grandes chances, oui. C'est tout bête, hein. C'est comme ça. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je ne m'attache pas et tout, mais il ne faut pas tomber à l'eau. Hein. Je veux dire, c'est tout bête. Hein. Oui, faut pas. Après, je ne m'attache pas parce que là, il y a parce que le résultat est le même. Hein. C'est la seule différence, c'est qu'il ramène le corps, quoi. Je veux dire, on a d'autres techniques maintenant. Normalement, je navigue avec des balises sur moi qui Sur vous, au niveau de votre corps. ouais, dans les gilets, ces choses-là, quoi, qui permettent aux concurrents de me localiser, quoi. Ça veut dire que là, il y a une plus grande chance la plus grande chance de revenir à bord, mais c'est quand même, faut pas. Je m'attache si je suis sûr de pas tomber à l'eau, quoi, par exemple. Si je suis assez loin du bord que même si je tombe pas à l'eau. D'accord. Bon, merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces explications. Et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci. Et puis maintenant, parmi vous, s'il y a des questions que vous aimeriez poser, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro qui va se balader. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Voilà, monsieur. Ah. Merci, bonjour. Écoutez, chaque propriétaire de bateau pense que son unité est vraiment unique. Question piège, est-ce que vous savez par l'espionnite si vos concurrents ont la même démarche que vous, ont fait des mêmes recherches, ont la même technologie, avec autant de caméras, par exemple? Merci. Bah, si on prend l'exemple des caméras, c'est clairement non, quoi. Je veux dire, il y en a. Tout le monde a une démarche qui est propre à ce qu'ils pensent être capable de faire dans leur programme, quoi. Voilà. Donc nous, on a une démarche un peu différente, mais par la conception du bateau, quoi. Donc pour résumer, nous, on est un bateau plus puissant que les autres. Il y a plus de coupes de rappel, quoi. Et pour ça a un inconvénient, c'est que le bateau, il est en soi un peu plus lourd, quoi. Sauf comme il est plus lourd, on met moins de ballast, donc on est plus léger en charge que les autres. Donc le 80% du temps, on est plus léger, quoi. Et les autres, ils ont la démarche inverse. Ils ont fait des structures très très légères, avec moins de puissance, mais qui chargent avec beaucoup de ballast, quoi. Donc eux, ils sont très très légers quand ils n'ont pas de ballast. C'est-à-dire qu'il y a certaines configurations où c'est dans le vent portant faible, par exemple, c'est des fusées, quoi. Voilà. Et par contre, au reaching, c'est des bateaux qui ont des avantages, quoi. Donc après, chacun a son comment dire, ses choix propres, quoi. Et par contre, on sait quasi exactement ce qu'ont les autres concurrents, quoi. Vous espionnez beaucoup? On le sait parce qu'une fois que le bateau va à l'eau, on le voit, quoi. Voilà. Et puis après, on voit comment il est utilisé et c'est une personne tout seul qui doit le manœuvrer. Donc on sait à peu près comment il s'est utilisé. Donc on en déduit des choses qui finissent par être connues, quoi. Puis après, si on prend mon exemple,
pendant la Jacques Vabre, on a eu un gros souci. On a fait un trou dans le bateau, on est entré dans un container. Donc il y a eu plein de photos, tout le monde a vu que il y avait du nid d'abeilles d'alu, par exemple, dans le bateau, quoi. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas forcément dire et que personne n'aurait jamais dû voir, quoi. Mais ils l'ont tous vu, quoi. Voilà, donc ils se sont dit, de toute façon, c'est trop tard pour qu'ils le fassent, quoi, parce qu'il faut refaire un autre bateau, quoi. Ok. Monsieur, vous aviez une question? Merci beaucoup. On a vu dans presque toutes les courses océaniques récentes qu'il y a souvent un impondérable qui peut ruiner en quelques minutes des années de travail, qui s'appelle la rencontre avec un ovni, c'est-à-dire n'importe quel objet qui flotte ou qui détruit le bateau. Est-ce que la technologie actuelle pourrait remédier à ce phénomène? Elle pourrait, hein, elle pourrait. Par contre, là, on l'a évoqué au début du projet et on pensait que c'était trop court, quoi, pour faire quelque chose de correct, quoi. Mais Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. En fait, la problématique, c'est ce qui flotte et entre deux, entre deux eaux, quoi. Enfin, c'est entre l'air et l'eau, quoi. Voilà. Et que le radar, lui, il va détecter ce qu'il y a hors de l'eau, quoi. Et puis, si on dit un sonar, il va détecter ce qu'il y a sous l'eau, quoi. Par contre, aucun de ces deux appareils-là fonctionne à la jonction de ces deux masses, quoi. Donc, c'est compliqué. Après, je pense que la solution, elle vient des caméras aussi, quoi. C'est-à-dire que il faudrait une caméra en tête de mât qui surveille l'avant où le bateau va passer et qui détecte un objet et qui est différent que l'eau, quoi. Par contre, c'est compliqué et c'est vraiment compliqué, quoi. Donc après, nous, on revient sur un problème qu'on a de façon récurrente, c'est que la course, elle donne une date de départ qui bouge pas, quoi. Et qu'à ce moment-là, il faut vraiment que tout soit fonctionnel et robuste. Là, on a pensé qu'on n'avait pas le temps de faire ça, quoi. Bertrand Cardis, observer, détecter ces objets, pourquoi pas, mais avoir une coque plus résistante aussi. Alors justement, ça fait partie d'une analyse de risque par rapport à la course. Je veux dire, si vous prenez tous les cas qui pourraient se passer, et puis vous dites, j'aimerais résister à 100% des cas extrêmes qu'on pourrait avoir en mer, vous avez 100% de chances que le bateau ne gagnera pas. Donc il va devenir trop lourd, il va devenir pas performant. Donc à un moment donné, c'est une pesée d'intérêt. Je veux dire, à l'époque, quand on faisait les bateaux pour la course autour du monde, les Maxi, UBS Switzerland Merit, il y a une 15-20 ans de ça, on leur mettait des couches de Kevlar dessus pour qu'ils résistent aux impacts. On avait peur des growlers, c'est les morceaux de glace qui tombent des icebergs, qui sont sous le vent des icebergs, des morceaux de 2-3 tonnes de glace qui flottent à ras l'eau, et puis vous ouvrez le bateau à la flottaison si vous tapez dedans. Maintenant, puis on s'est rendu compte, en fin de compte, que la trajectoire de ces growlers, on pouvait quand même relativement bien la prédire, puis c'était sous le vent de l'iceberg. Et puis, plus on a évolué, plus on a enlevé cette sécurité qu'on estimait qu'on devait pouvoir la gérer différemment. Alors après, quand on fait un bateau, quand on discute ces points avec l'architecte, avec le skipper, on se dit quel cas de figure on va prendre en compte, puis quel cas de figure on va essayer de gérer. Ça, en revenant toujours au problème que si on veut enlever toute part de risque et toute part de gestion, on va faire un coffre-fort flottant qui n'avancera pas. D'autres questions? J'en ai une concernant plus particulièrement le Minilab. D'une part, pour savoir dans quelle mesure il est autonome ou si c'est quelque chose dont Bernard devra s'occuper en plus du reste de la course. Et puis aussi, comment les données vont être transmises pour être analysées. Alors en fait, départ de la course, Bernard doit lancer un programme qui va de lui-même interroger les senseurs une fois par heure. Vous n'oubliez pas, hein. Faut appuyer sur le bouton. Ouais, il peut le programmer. Il peut programmer un départ retardé. 2 jours avant la course, il peut appuyer sur le bouton. Il va démarrer au moment où il voudra qu'il démarre. Et là, c'est une chose qu'il va devoir faire lui-même chaque jour. C'est envoyer les données à terre. Il doit appuyer sur. Il a un bouton sur lequel appuyer. Et les données sont transmises sur un serveur
qui va être après à disponibilité des scientifiques concernés. C'est un choix qu'on a fait de ne pas faire l'envoi automatique, c'est parce qu'on a dû prendre en compte les conditions à bord, où c'est Bernard qui décide quand est-ce qu'il veut communiquer à bord en fait. Après, c'est lié à la. Moi, je me connecte pas. Je me connecte pour faire de la météo à heure fixe. Ça, donc, toute la course est rythmée par la météo, quoi. Donc voilà. Et du coup, quand je me connecte pour chercher les données météo, et ben là, j'en profite pour envoyer ce que je dois envoyer, quoi. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est une manip qui est assez. Qui est bête, hein, c'est appuyer sur un bouton. Et donc moi, je ne fais pas grand-chose, tout est automatique, quoi. D'autres questions? Oui, bonjour, j'avais une question concernant les hydroliennes, en fait. C'est la première fois qu'on voit ça sur si je ne me trompe pas, sur des bateaux du Vendée Globe. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus expliquer comment ça marche et si ça fonctionne à toutes les allures? Voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. Il y a déjà des bateaux qui l'ont. Là, Pardon. Là, il y a je dirais 80% de la flotte qui va être équipée d'hydroliennes. Après, nous, on est parti d'une base existante qui équipe d'autres bateaux aussi, quoi, et qui a été testée ici sur le lac par les PFL, quoi. Et on a trouvé beaucoup de défauts, quoi. Enfin, ils ont trouvé beaucoup de défauts, quoi. Autant structurels que dans l'électronique, même dans le système qui actionne les pales de l'hélice pour caler à la vitesse du bateau, quoi. Donc tout ça, c'est été revu. Donc notre système est plus robuste que ce qui existe. On a une électronique propre qui a été faite ici, quoi. On a revu la structure même de la pièce, quoi. Et on n'a pas de système qui, comme tous les autres hydroliennes, ils ont un système hydraulique qui oriente les pales de l'hélice pour caler à la vitesse du bateau, quoi. Tout ça, c'est un système qu'on a enlevé, quoi. Voilà. Donc le système, nous, il est censé être beaucoup plus fiable, quoi, et plus simple. Merci. Une dernière question? Non, alors si c'est pas le cas, juste quelques livres, si le sujet vous intéresse, des livres assez techniques. Hydrodynamique navale, théorie et modèle, ça explique un petit peu tout, comment construire un bateau qui soit absolument optimal. Plus ou moins la même chose en anglais, Aero Hydrodynamics, qui explique aussi tous les systèmes de dynamique au niveau des ailes et au niveau de l'eau. Et puis un dernier ouvrage qui est assez joli, qui s'appelle Auguste Jacques Bertrand Piccard à la conquête du ciel et des abysses. C'est un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé au niveau des Picards, évidemment, qui sont un peu les pionniers de toutes ces recherches au niveau maritime et dans le ciel. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un peu plus d'un mois, à la fin du mois d'octobre, pour un nouveau Science en tournée. Merci encore à nos invités. Moi, je vais juste rajouter un truc. On a eu la chance de pouvoir faire un beau projet, là, hein. Je veux dire, c'était compliqué, quoi. Et ça, c'est grâce à la Fondation et à l'EPFL qu'on a pu faire ça, quoi. C'est projet ambitieux, donc c'est forcément pas simple. Et coûteux, forcément, mais coûteux en temps, en énergie, en argent, quoi. Et je pense que le Vendée Globe déjà, on va se servir d'une bonne partie de ce qui a été fait, quoi. Et je pense il faut qu'il y ait une continuité, quoi. Voilà, je pense que c'est important, quoi. Merci, voilà. Et puis bonne course surtout et bravo encore. Merci.